Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux, vraiment heureux. Et la première des choses, puisque c'est la toute première émission de cette année, émission Profondeur, tous ceux dont les noms ont défilé devant vous, en leur nom et en mon nom, nous vous souhaitons la bonne année 2025. Alors, ceux qui ont défilé, vous allez les revoir avec plaisir. C'est d'abord Monsieur l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé José Poundou, bonsoir et bonjour. Bonjour, mon frère Jean-Pierre. Alors, la deuxième personne, c'est Maître Justin Magala. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Et Monsieur Jean-Patrick Moussenga Kalambaye. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Il est sociologue, certains ne l'ont plus vu depuis longtemps. Il était en train de préparer son doctorat, ce qui est une très bonne chose. Tout au cours de l'émission, vous verrez qu'il y en a qui ont un peu grossi, il y en a qui ont peut-être maigri. À vous de juger qui aura fait la meilleure fête entre nous. Enfin, ça c'est pour rire. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est parmi les sujets les plus importants qui soient. Vous savez, nos âmes ont été piétinées. Nos âmes, l'âme africaine, par tout ce que vous connaissez, traite de noir, jusqu'à la néocolonialisation, ont été piétinés. Mais je crois qu'il reste encore, si nous cherchons, si nous fouillons, il reste encore des valeurs qui peuvent sauver le monde, particulièrement l'Occident, qui pensait nous avoir complètement détruits. Si nous fouillons véritablement, nous trouverons. Je me souviens en 72, quand j'étais en formation en France, ceux qui m'encadraient me disaient « Mais vous savez, vous avez le devoir de nous apprendre cette solidarité. Vous vivez avec vos parents jusqu'à la fin de leurs jours, mais chez nous, on les envoie dans les mouroirs parce qu'il n'y a pas d'espace. Et puis parce que, même s'il y avait de l'espace, ils ont besoin d'être gardés. Cette solidarité-là, nous l'avons perdue. Et lorsqu'un jour, je rappelle un mauvais souvenir, je perds mon épouse, j'appelle mes amis, à l'époque je travaillais à RFI, je leur dis, vous annoncez à ma fille, parce que c'est elle qui va s'occuper désormais des derniers. L'ami qui était à RFI, Bernard Majotte, me dit, ah mais elle est gentille. J'ai dit, c'est pas un problème de gentillesse, c'est son devoir. Elle dit, ah bon? Alors ça se passe pas comme ça. Voilà, donc nous avons, si nous fouillons bien, nous pouvons trouver des choses qui peuvent sauver ce monde qui est en train de se dégrader. Parce qu'on peut se marier à un animal dans ce qui est tout à fait inconcevable en Afrique. Enfin, passons aux choses sérieuses. Monsieur l'abbé, je voudrais que vous essayiez d'abord de démontrer, pas de démontrer, de définir la morale et l'éthique. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Est-ce que éthique est égale à morale? Bon, vous savez, ces genres de discussions conceptuelles, hein, souvent ne nous amènent nulle part. Hein. Alors, chacun a sa définition de l'éthique, sa définition de la morale. Eh bien, ce qui est important, c'est que éthique vient de ethos, en grec, hein, qui signifie mœurs, hein, qui signifie, disons, les habitudes. L'habitude. Hein.
Bien. Et morale, hein, c'est en latin, n'est-ce pas? Mos, moris, donc les mœurs aussi, hein, les coutumes, hein, les habitudes. Et donc, éthique et morale ont en fait le même contenu. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, monsieur l'abbé, je vais donner la définition que mon ami Mobimba, que tout le monde connaît, ceux qui ont commencé à nous suivre depuis longtemps, il dit morale, ensemble des règles de conduite en société, en famille, au travail ou en public. Ces règles se renforcent. Éthique, ensemble de principes à la base des règles de conduite du comportement d'un individu. C'est donc finalement... Voilà. Nous sommes dans le domaine des règles de vie. Voilà. Nous sommes dans le domaine des normes. Les normes qui guident notre agir personnel et notre agir collectif. Collectif. Le sociologue, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Non. Peut-être ajouter sur ce que M. l'abbé venait de dire. Vous voyez, par exemple, lorsque l'on parle plus éthique, c'est quand on se situe dans une profession. On parle de codes de bonne conduite, de... Éthique de responsabilité. Justement, c'est par rapport à une profession, mais la morale, c'est par rapport à la société. Global. Donc, ça dit tout la même chose. D'accord. Maître Magala. J'ajouterais peut-être un petit élément, au-delà de ce que le docteur a dit. Est-ce que dans l'éthique, l'éthos, il y a quelque chose de plus interne dans l'entendement, c'est-à-dire ce qui nous fait, ce qui fait que nous soyons nous. Voilà. C'est-à-dire, quand on retrouve une personne en société, on sait dire que celui-là, il est de tel, par rapport à son comportement, de ce qu'il a lui en lui. Et je crois que l'objectif, entre autres, de cette émission, c'est qu'on revienne à ce que nous sommes, nous, sans que ce que nous appelons modernité ne nous amène à la perdition. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos valeurs et morales et éthiques parce que, soi-disant, on se modernise. Parce qu'il y a des exemples supérieurs. Et on a malheureusement cette manie, même les études que nous faisons, même les professions que nous faisons, on a tendance à copier l'Occident. Ce qui fait qu'on perd ce qu'on est. On n'est pas occidentaux et on n'est plus nous-mêmes. On se perd dans cette histoire, dans ce labyrinthe-là de règles que nous, on estime morales, que eux estiment archaïques. Or, ce que nous faisons là, ce que nous faisions, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait que nous soyons nous. C'est en fait l'ensemble de ces valeurs-là que nous devons éviter de perdre. Oui, vous savez, ce que vous venez de dire est extraordinaire. Nous étions ensemble quand un de nos amis qui habite en Belgique nous dit « Ma fille vient de France et vient de terminer avec brio ses études dans tel domaine. Et elle arrive en Belgique, on lui dit non, il faut refaire parce que chez nous, il faut réussir en tout, il faut bloquer, il faut retenir. Donc, chaque société a sa spécificité finalement, a son moi. Bon, on en termine avec toutes ces définitions. Monsieur l'abbé, toutes ces définitions étant entendues, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de ce sujet que j'ai eu le bonheur de proposer? Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes en présence d'un défi à relever. Le défi moral, le défi éthique dans notre société. Et morale, éthique renvoie à des valeurs. Les valeurs que nous pouvons qualifier de valeurs humanistes, des valeurs de l'humanité, des valeurs de l'humanité, des valeurs qui font de nous que nous soyons des humains. Vous voyez ?
Et c'est face à ce défi-là que ce sujet nous place. Pourquoi ce sujet nous place face à ce défi? Au regard de notre histoire de l'Afrique en général et du Congo en particulier, nous pouvons constater que l'homme africain, l'homme congolais a perdu son humanité. C'est là où se situe ce défi éthique et moral. Ce défi, je dirais, humaniste. Le défi de l'homme. Nous ne sommes plus des êtres humains. Regardez. Nous ne sommes plus l'homme original. Voilà. Regardez. La traite négrière arrive. Et quand la traite négrière arrive, on vend non pas des êtres humains, on vend des instruments de travail, des outils de travail, des machines. Voilà. L'homme, le jeune, costaud, mais aussi intelligent. Parce qu'il n'y avait pas que l'aspect physique qu'on regardait, mais il y avait aussi l'aspect intelligence, n'est-ce pas? Eh bien, ces jeunes gens qu'on vendait, n'est-ce pas, aux marchands, aux acheteurs d'esclaves, eh bien, n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Et d'ailleurs, la manière dont on les transportait, c'était comme des bêtes de somme. Oui? La manière dont on les traitait, mais c'était comme des animaux. Oui? Alors, il y a là un premier moment de notre histoire où notre humanité a été purement et simplement déniée. On nous a dénié l'humanité. Nous ne sommes plus des êtres humains. La colonisation arrive. C'est pareil. La colonisation n'est pas arrivée pour l'homme africain, pour l'homme congolais. Non, non. La colonisation a comme origine, comme motivation première, c'est économique. Et d'ailleurs, monsieur l'abbé, ce n'est pas pour vous couper, quand on nous envoie aux études, c'est pour que nous puissions facilement comprendre les ordres qui nous seront donnés par le colonisateur pour que le rendement soit meilleur. Absolument. Parce que le colonisateur n'est pas venu avec l'idée de nous civiliser, comme il disait, de faire de nous plus humains. Non. Le colonisateur, Léopold II, pour prendre l'exemple de notre pays, eh bien, voulait résoudre ses propres problèmes économiques. Je vous arrête un peu, monsieur l'abbé, pour faire le premier tour de table. Alors, mon cher Jean-Patrick. Oui, moi j'aborde ce sujet dans un autre angle. Oui. Que monsieur l'abbé, il a parlé de l'humanité. Mais moi je prends la morale dans un autre sens. Oui. Vous voyez, les vivre ensemble, les vivre en communauté. La morale, je sais que nos amis juristes ont souvent l'expression qui dit « ils ont énervé la morale ». C'est peut-être un code qui n'est pas écrit. Très souvent, lorsque M. l'abbé parle, il parle des valeurs. Mais ces valeurs ne sont pas écrites. Ne sont pas nécessairement écrites. Pas nécessairement écrites. Et vous allez trouver que lorsque l'on commet un acte répréhensible, directement, il y a un jugement de valeur qui montre que cet acte commis n'est pas bon. Ça ne demande pas qu'il y ait un code écrit ou encore qu'il y ait des juges. Non, on sait voir, même celui qui a commis l'acte, se comprendre que cet acte n'est pas bon. C'est de cette matière que nous sommes venus traiter. Par exemple, vous voyez, lorsque l'on parle de la morale est définie parfois comme une discipline scientifique
rattaché à la philosophie qui a la capacité de désigner le bien et le mal. Mais lorsque nous entrons dedans, nous trouvons que la morale, c'est un agir qui conditionne les devoirs pour le bien-être des autres. Je souhaite m'attarder sur le 3. Donc, l'agir, le devoir et le bien-être. Il ne faut pas vous attarder parce que je vous couperai la parole. Allez-y. Très bien. Donc là, nous voyons que la morale est vouée d'abord au bien, au devoir, pas au droit. Elle est d'abord vouée au devoir, et ce devoir-là est pour le bien-être de la communauté, de la société, et du reste, pas nécessairement pour soi-même, parce qu'on peut voler, énerver la morale pour son bien-être. J'avais faim, je suis allé voler pour me rassasier. Cela énerve déjà la morale, bien que c'est pour un bien-être, mais un bien-être individuel. Donc la morale vient pour que les devoirs soient au service du bien-être communautaire. Donc lorsque une société manque la morale, c'est une société qui va tout droit au mur. C'est ça l'exemple que vous avez donné des sociétés occidentales. Ils ne savent plus rien faire, ils commencent à faire du n'importe quoi parce qu'ils n'ont plus le sens du devoir, de rendre service, d'être redevables aux autres. Donc ils vont droit dans le mur, ils pensent qu'ils sont tout permis parce qu'ils mettent devant le code de droit au lieu d'envisager plus le code de devoir. Merci. Alors, vous avez parlé de juristes, on en a un ici, un costaud. Vous avez la parole pour ce premier tour de table. Non, c'est vrai, c'est que mes prédécesseurs ont dit. En fait, pour être un peu plus simple, je dirais que les valeurs morales qu'on défend, bien que généralement non écrites, peuvent avoir seulement comme sanction la conscience. C'est la première sanction. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait? Voilà. Parce que tout est lié. L'exemple qu'il a donné, il est très éloquent. Il dit, bon, j'ai volé pour me rassasier. Cet acte qui déjà attaque la conscience, vous avez volé, vous savez que c'est mauvais, qui viole une loi, qui est une infraction. Mais de l'autre côté, il y a une responsabilité de la société. Si on en arrive à voler pour se rassasier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu partage de quelque chose, ou c'est-à-dire on n'est plus dans une société qui s'occupe de tout le monde. Le gâteau est mal partagé. Voilà. Donc, soit quelqu'un n'a pas pu travailler pour qu'il gagne suffisamment et se payer à manger, soit on a mis des gens en dehors du cercle de partage. Parce que ce que M. Labbé disait en commençant avec les colonisateurs, c'est vrai. On nous a fait croire que l'intelligence s'est traduite par des connaissances en langue française ou en anglais, alors que ça n'a rien à voir. On peut être savant en Kintan. Oui. On peut être... Et c'est important qu'on sache que ce que nous avons reçu de nos parents, de nos ancêtres comme valeur, n'est pas nécessairement inscrit dans les codes occidentaux des valeurs. Parce qu'on n'en a pas de même. Eux, ils ont vécu dans un monde différent du nôtre. Et pour nous avoir, ils nous ont fait croire que leur raisonnement là était le bon. On ne peut pas être civilisé. Quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé des sociétés organisées. Sinon, nous ne serons des pas... Des puissances. Oui. Avec des empires bien constitués, où le pouvoir s'est décliné, où les partages se faisaient, où on avait une organisation impeccable. Ils sont venus, la première fois, ils disent, ce qui est déjà un mensonge énorme, qui nous découvre. Comment on peut vous découvrir chez vous?
C'est vous qui venez, c'est vous qu'on découvre. Parce que c'est vous l'arrivant. Et il y a un monsieur qui se tape à la poitrine, il dit, j'ai découvert. Non, tu ne peux pas nous découvrir chez nous. Premier problème. Et sur base de cette découverte, on nous amène de fil en aiguille à une civilisation qui n'est pas la nôtre. Et ils nous font même croire que parce que tu parles français, tu es devenu évolué. Tu es évolué, tu ne peux plus vivre avec ces bêtes de somme. Toi, on va te mettre... C'est quoi cette histoire? Alors finalement, nous aussi, on est parti dans cet engouement où on a perdu les valeurs qui nous restaient. Parce qu'on voulait faire le blanc. On n'est pas blanc. Nous avons nos valeurs. Vous savez, quand aujourd'hui on dit que mariage pour tous, c'est une valeur pour eux, chez nous, ici, c'est une abomination. Et je crois que nous avons raison parce que nous sommes dans le respect de la nature, de ce on ne peut pas s'unir pour ne rien produire. Voilà. C'est contre nature. Oui. Et quand on est contre nature, Conclusion. on n'est pas dans la civilisation, on est dans une perte, on est dans une dégradation des valeurs. Très bien. On a fait table rase de notre être, de notre humanité. Et ensuite, nous sommes devenus ni blancs, nous ne sommes pas non plus restés noirs comme nous l'étions. En fait, nous avons perdu... Comme nous devrions l'être. Nous avons perdu notre humanité. Voilà. Et cette humanité qu'on appelle la civilisation bantoue. La civilisation bantoue, qui n'est pas la civilisation occidentale, qui n'est pas la civilisation américaine, qui n'est pas la civilisation japonaise. Bantou, ça veut dire quoi? Bantou, dans le mot bantou, il y a la racine ntou. Ntou qui veut dire être. Dis, en Chiluba, l'être, le tout, là, ça veut comment? Mon Voilà. tout. C'est la même chose en Machi et en Swahili, c'est Omuntu, c'est-à-dire voilà. C'est la même chose. Voilà. En Swahili de chez moi, ça s'appelle aussi mon tout. Voilà. Donc, le ntou, c'est ça la racine. Le ntou, c'est la racine. Vous voyez? Et donc, quelque part, nous avons perdu le ntou. Vous voyez? Et alors, nous sommes devenus des choses. Et regardez bien, le problème est tellement profond que lorsque l'on parle de la République démocratique du Congo, lorsqu'on parle du Congo, on ne parle pas généralement des Congolais. On ne parle pas des Congolais. On parle des richesses du Congo. Et nous-mêmes, nous sommes entrés tellement dans ce jeu que nous parlons de notre pays en termes d'un pays, d'une terre riche potentiellement. On parle de quoi? On parle du coltan, on parle du cuivre, on parle du cobalt, on parle de l'or, on parle du diamant. Et aujourd'hui, on parle de l'eau. L'eau qui est une richesse. Et le problème finalitaire, le problème c'est lequel? C'est que nous et les autres, eh bien, nous sommes arrivés à faire en sorte que nous soyons, nous, Congolais, nous ne soyons plus des êtres humains. Nous traitons nous-mêmes comme des choses, n'est-ce pas? Et il y a des tas de signes, d'indices qui montrent que le Congolais lui-même ne se traite pas comme un être humain. Il se traite comme une chose. Quelques exemples? Et des exemples, il y en a tout plein. Un exemple banal, simple, c'est l'histoire de la dot, par exemple, n'est-ce pas? Un garçon qui se prépare à se marier, eh bien, on lui demande, on lui amène une facture. Une facture. La facture, c'est un document commercial que l'on donne à celui qui va acheter une chose. Et la chose en question, c'est la fille qu'il va épouser, devient une chose que l'on vend.
Et la dot devient quelque chose où on marchande, n'est-ce pas? Donc, et plus une fille a étudié, plus elle est jolie, elle a étudié, elle a des qualités et tout, et bien plus le prix, la facture monte, n'est-ce pas? Et alors, ça c'est un exemple banal, simple, mais auquel on ne réfléchit pas toujours, n'est-ce pas? On fait ça normalement, hein? On fait ça normalement. Hein? On vient épouser votre fille, eh bien, on fait la facture. Et on n'y réfléchit même pas. On fait la facture. Et on envoie la facture. Et le jeune qui va se marier, le jeune homme qui va se marier avec sa famille, vient de chercher la facture, n'est-ce pas? La facture. Aujourd'hui, il y en a pour atténuer la chose, ne parle plus de facture, mais on parle de liste. Hein? Mais la liste de quoi? Mais des biens. Hein, des biens à fournir à la famille de la femme. Hein, côté papa, côté maman, eh bien, on doit fournir un certain nombre de biens pour acquérir cet objet, n'est-ce pas, objet en très bel exemple de reproduction, hein, objet, je dirais, de travail, hein, comme un jeune homme qui me disait, quand je lui pose la question, mais pourquoi tu veux te marier? Il dit, monsieur l'abbé, moi je suis fatigué de faire la vaisselle, de faire la cuisine, de laver mes habits, de repasser. Alors, vous voyez, il faut que je me marie. Hein, comme ça. Ben oui, il faut que je me marie. Alors, je lui ai dit, donc tu veux avoir une bonne à tout faire. C'est-à-dire à faire ton ménage, hein, à préparer, à faire la lessive et aussi à te faire des enfants, n'est-ce pas? Et donc, une bonne à tout faire, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez que l'histoire s'est terminée comment? Il s'est marié, effectivement, mais à un moment donné, eh bien, c'est sa bonne qui était devenue sa femme. Alors. Merci, monsieur l'abbé, un exemple extraordinaire. Alors, monsieur le sociologue. Moi, je voudrais encore puiser dans ce que Maître a dit et ce que vous-même vous avez présenté comme problématique de la solidarité. Vous voyez, la communauté bantoue ou la communauté noire, Maître a dit quelque chose de très important, que lorsque les Blancs sont venus, ils ont trouvé de royaumes, des empires très bien organisés et très bien assis. Au point qu'on n'avait rien à copier. Ça fonctionnait normalement et correctement. Nous avions, nous autres, une forme de sécurité sociale. Par rapport à ce que vous veniez de dire, lorsque vous avez intéressé votre ami qui devait aussi parler à votre fille du devoir qu'elle devait assumer. On a dit, selon eux, chez eux, qu'elle est gentille. Alors que chez nous, c'est une forme de solidarité, de sécurité sociale. Chez nous, nous avions la vision d'investir dans l'humain. C'est vrai, on pouvait avoir les champs, on pouvait avoir les fermes, on pouvait... Mais les parents avertis investissaient dans les enfants. Pour que l'enfant tienne la flamme de l'humanité, de la vie. Oui. Parce que le reste, c'était de biens qui pouvaient... qu'on pouvait perdre, qui pouvaient s'épuiser. Mais lorsqu'il y a des humains qui tiennent cette flamme, la flamme va aller très loin. C'est ainsi que dans nos communautés, on investissait dans l'humain avec ces systèmes bien réfléchis, sagement réfléchis. Afin que ces autres dans qui on investit puissent à leur tour servir leur relais. Et aller plus loin. Très bien. Et cela a aidé les communautés bantoues ou les communautés africaines à se souder entre elles, et on ne parlait plus dans nos jargons des choses du genre cousin, neveu, ses frères, ses fils, ses filles. Pourquoi? Parce qu'un parent, quand il regarde qu'il n'a eu que 4 enfants et qu'il a un peu de moyens, il allait puiser
dans la grande famille, il prenait ses neveux, soit appelés neveux, pour les ajouter au nombre de ses enfants, le booster pour qu'ils aillent aussi loin. Pour qu'enfin, quand il sera vieux et qu'il ne saura plus produire, ce sont ces enfants-là qui vont le porter au lieu d'aller dans une maison de retraite. Très bien. Donc, ce système de solidarité était sagement, savamment réfléchi, que les autres sont venus détruire. Et nous, comme nous sommes copistes, comme Maître venait de dire, nous copions tout. Nous avions copié. Vous savez, Jean-Patrick, moi, à chaque vacances, j'allais au village. Et quand ma mère arrivait, bien sûr, elle amenait des cadeaux par... Le pêcheur allait à la pêche, le chasseur allait à la chasse. Et quand il revenait, c'était la fête au village. Et les amis avec lesquels, parce qu'on accompagnait, mon grand-père était un grand chasseur, ils étaient préparés à ça. Et ils transportaient le gibier par la gauche. Mais moi qui avais vécu en ville, tantôt je mettais à droite, tantôt je mettais... Mon grand-père me disait, non, un homme, c'est à gauche. Alors, si vous voulez que l'autre épaule puisse vous aider, prenez un truc, et comme ça, vous partagez. Donc, ils étaient préparés. Et ceux qui allaient pêcher, ils avaient leur système. Donc, tout ce que vous dites là, ce sont des exemples que moi, j'ai vécu en tant que gamin, et je continuais à monter. C'était véritablement bien organisé. Et nos communautés étaient réglées. Oui. C'était des communautés qui ne manquaient de rien par rapport à ce que nous vivons. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les chefs, quand les chefs commençaient à déconner, c'était une sorte de démocratie, on battait le tam-tam, on tordait le cou au chef et il mourait. Quand il commençait à exagérer, ce qui était une forme de démocratie, on nous le reprochera, mais enfin c'était comme ça. Maître, non, c'est vous qui parlez, oui, maître. Oui, je voudrais rebondir sur l'exemple que M. l'abbé a donné tout à l'heure, parlant de la dot. J'ai vécu un cas où un jeune homme avait engrossé une demoiselle et on dit à la demoiselle, amène-nous le monsieur qui t'a rendu grosse. Et le monsieur arrive, il dit, bon, c'est moi qui... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu l'as engrossé, tu dois l'épouser. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, non, on te fait une liste, tout ça. Il était seul, le monsieur. Il a regardé la liste. Il a dit, mais si on calcule tout ça, ça fait combien en dollars? Non, ça va faire 2500, 2600. Il a sorti son carnet de chèques. Il a signé un chèque de 2500. Il a donné. Est-ce que c'est ça la dot? C'est ça la perte de valeur. C'est-à-dire, on ne sait même plus pourquoi on demande la dot. Parce que tout ce qu'il y a comme tralala là autour de la dot, les discussions... C'est des histoires, il y a des symboles. C'est ça des symboles. On communique des valeurs à ceux qui doivent nous succéder, à ceux qui viennent. Ils doivent garder l'éthos de ce que nous sommes. Ils doivent garder notre humanité. Ils doivent garder les valeurs que nous avons. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la terre, quand on dit c'est un mariage des Bassanga, parce qu'on épouse une fille selon sa coutume. Pourquoi il faut amener ça? Chez nous, on le fait avec des vaches. Pourquoi on amène des vaches? Parce que nous sommes un peuple pasteur. Alors, pourquoi on accompagne des chèvres? Parce que pourquoi on amène les houx? Parce que nous sommes aussi cultivateurs. Ça doit s'arrêter là. C'est-à-dire, tu ne peux pas épouser chez les vaches qu'on te dise qu'il faut amener une télévision. Ça n'a rien à voir avec la dot. Ça, c'est la dot chez nous. En Occident, la dot, c'est les deux familles se mettent ensemble, ils mettent une cagnotte à disposition et ils donnent aux enfants qui se marient. C'est différent. Donc nous, on ne peut pas évoluer dans ça parce que ce n'est pas ça notre réalité. Nous, c'est le symbolisme qui prime par rapport. Et nous sommes en train de perdre sa valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on redémarre l'Afrique. C'est-à-dire, nous devons avoir une génération tampon
qui revient, une tampon en termes de rupture, pour qu'on revienne à ce que nous étions. Tout le monde, comme on est ici autour de la table, personne ne peut me dire, excusez-moi le terme, qu'il a vu les mollets de sa maman. Parce que la maman était en pagne. Quand il quitte sa chambre, elle est déjà en pagne. Quand le papa sort de sa chambre, il est déjà dans son abacoste ou dans son... Tu te demandes finalement, ces gens, ils dorment propres ou quoi? Aujourd'hui, quand on dit c'est le modernisme, et que tu vois une jeune fille avec une mini-jupe de 10 cm, si elle-même est consciente qu'elle est bien habillée, pourquoi elle a tendance, elle veut faire descendre ça en public? C'est-à-dire que quelque chose dans son cœur lui dit que tu n'es pas je ne suis pas habillée. Elle sait. Pourquoi les jeunes gens qui font la taille basse là, qui se promènent avec des jeans taille basse, pourquoi ils mettent un long polo dedans? Mais si c'est beau, laissez qu'on voit l'arrière-train, promenez-vous. Pourquoi quand il veut cacher quelque chose? C'est-à-dire que dans sa conscience, il sait qu'il n'est pas bien habillé. Pourquoi les gens qui se retrouvent au bureau, qui trafiquent les chiffres, pourquoi ils le font en cachette? Si c'est bien, pourquoi ils le font en cachette? Nous devons revenir à cette société où un gestionnaire est correct, même quand l'IGF n'est pas là. Voilà. Par rapport à ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire, quand il dit « je ne peux pas faire ça parce que ça ne se fait pas ». Parce que sa conscience interdit. Je ne parle même pas de christianisme, je parle de l'humanité. Tu dois t'interdire de faire certaines choses parce que ta morale, l'éthique l'interdit. Il faut qu'on en arrive à là, qu'on redémarre la société, que nous revenions à nos valeurs, que nous, comme on a grandi, c'est la famille, non, la communauté qui éduquait les enfants. Et les enfants appartenaient à toute la communauté. À toute la communauté. Le sujet qu'on a eu la fois passée avant il est écrit dans notre loi que quand les parents ne savent pas subvenir aux besoins des enfants, l'État en dernier ressort, mais la famille est large, doit intervenir. Aujourd'hui, où on en est avec la famille large? Non. Et d'ailleurs, si on trouve deux jeunes gens en train de se battre, on rit. À l'époque, on les sépare, parce que ce sont les enfants de la communauté. Monsieur l'abbé. C'est ça, c'est pour ça qu'on ne pouvait même pas se retrouver. Pourquoi il n'y avait pas de Koulouna? C'est-à-dire que chaque parent qui te trouve en dehors de ta maison à une certaine heure a le droit de te tirer les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, vous avez les parents et les jeunes gens dans une même terrasse en train de consommer l'alcool. Et puis à un moment, ça part en vrai. On ne sait plus qui est parent, qui est. Il nous reste 10 minutes. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Eh bien, ce que je voudrais dire un peu pour compléter ce qui a été dit par Justin et par mon frère Jean-Patrick, c'est que aujourd'hui, le problème de l'éthique et de la morale est un problème d'abord de conscience. C'est comme ça qu'on parle de la conscience morale. On parle de la conscience morale. Et la conscience morale qui est fondée sur le sens, disons, le discernement, savoir discerner ce qui est bien pour moi et pour les autres, et ce qui est mal pour moi et pour les autres. Oui? Donc il ne peut pas y avoir quelque chose qui est bien uniquement pour moi, n'est-ce pas, sans que ça soit bien aussi pour les autres. Oui? Parce qu'en ce moment-là, eh bien, on va entrer dans des contradictions terribles. Hein? Même des guerres. Des guerres, n'est-ce pas? Alors, il y a ce que j'appelle la conscience morale individuelle et la conscience morale collective. N'est-ce pas? C'est cela que nous devons développer. Et l'éducation, c'est l'éducation de la conscience morale. Oui?
On a fait de l'éducation uniquement une affaire d'instruction, où on apprend aux enfants des matières, le français, l'histoire. Des matières et des manières. Mais on n'apprend pas les valeurs. Et ça, c'est un déficit grave dans notre société. Et deuxième chose que je voudrais épingler ici, c'est que, quand j'ai parlé tout à l'heure de la civilisation bantoue, n'est-ce pas, que le tout, la racine tout, nous renvoie à l'être, n'est-ce pas? Eh bien, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai déjà évoqué lors d'autres émissions. Rapidement, oui. C'est que dans nos langues bantoues, le verbe avoir n'existe pas. On n'y fait pas très attention. Mais quand en lingala, je vais dire j'ai quelque chose, j'ai une chemise, j'ai une voiture, je ne dirai pas, je n'utiliserai pas le verbe avoir parce qu'il n'existe pas. Je vais dire nazali, kozala, c'est être. Nazali na motuka. Nazali na costume. Nazali na chemise. Nazali na. En Swahili, Nico na. Nico, c'est être. Je suis, n'est-ce pas? Et en Kikongo, même chose. En Chiluba, c'est la même chose. C'est comment en Chiluba? Dans toutes nos langues, eh bien, voilà, je suis. Donc je suis. Je suis avec, n'est-ce pas? Et donc, je crois que nous devons revenir à cette notion fondamentale. Ça va venir. Donc, ce que je voulais vraiment, sur quoi je voulais insister, pour que ceux qui nous suivent comprennent que le problème éthique et le problème moral est un problème fondamental. Si aujourd'hui la société congolaise est en dégénérescence en quelque sorte, c'est parce qu'on a perdu l'éthique. L'éthique politique, l'éthique dans tous les domaines. L'éthique professionnelle, n'est-ce pas? L'éthique et la conscience morale, eh bien, il faut refaire cela. Et s'il y a une révolution, à mon avis, parce que beaucoup de gens parlent de pour notre pays, il faut une révolution. Et il y en a qui pensent que la révolution, c'est un truc de haute toi de là que je m'y mette. Vous chassez les uns et vous prenez leur place, même par les armes et tout, et vous croyez que vous avez fait une révolution. Non, la vraie révolution dont ce pays a besoin est une révolution morale, est une révolution éthique de la conscience de l'homme congolais. Merci, monsieur Lebé. Vous savez, il y a un ami juge qui me disait, dans le domaine de la magistrature, on vient lui présenter un problème. On a volé ma voiture, je voudrais que vous puissiez enquêter et tout ça. Bon, et puis le lendemain, l'avocat vient dire, bon, mon client veut vous voir, il voit le juge, je veux vous remettre quelque chose pour le transport ou pour... Lui dit non, je suis en train de faire des enquêtes. Et le monsieur part, il dit à son avocat, comme il a refusé que je lui donne quelque chose, c'est que mon adversaire lui a donné beaucoup. Il faut le dessaisir. Il dit, j'ai été dessaisi alors que j'étais tout simplement dans le droit de refuser cette corruption. Hein? Vous vous rendez compte? Oui, terminé, je vous donne 2 minutes, monsieur Moussenga. Vous avez parlé de problème du droit. Maître là, je pense qu'il va peut-être compléter. Vous savez que dans la commission d'infraction, non, dans l'établissement d'infraction, la morale joue un rôle très important. Parce que l'on ne peut pas établir une infraction si l'élément moral fait défaut. Déjà, les 2 autres éléments, l'élément légal, l'élément matériel. L'élément matériel peuvent être établis. Mais lorsque l'élément moral fait défaut, l'infraction ne peut pas être établie. C'est pour dire que la morale joue un rôle très important dans l'équilibre des humains et des communautés.
C'est vrai qu'en sociologie, nous voulons être loin de la morale. Nous ne voulons pas être moralistes. Mais malgré ça, la morale nous poursuit. Même dans notre retranchement. Dernier d'ailleurs, dernier retranchement. Justement. Donc c'est pour dire que ce que M. l'abbé vient de dire, qu'il faut une révolution morale si le Congo veut retrouver sa place et sa bonne marche, il faut nécessairement que nous puissions réfléchir à amener une révolution morale parce que c'est elle qui va faire que nous puissions protéger notre richesse, protéger notre communauté, nos enfants, nos vieillards, nos jeunes, et nous pouvons, avec la morale, servir les autres. Sinon, tout ce que nous allons faire pourra être de la peine. Déjà, nous sommes en train de créer des koulounas. Je crois qu'avec la morale, Maître. Vous savez, dans notre hymne national, nous disons « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». C'est-à-dire que nous nous engageons à avoir des descendants et faire la grandeur du pays. La grandeur, ce n'est pas une valeur juridique, c'est moral. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelqu'un de grand par rapport à ce qu'il a été. Nous avons un devoir de redevabilité par rapport à ceux qui nous suivent. La génération qui arrive, elle va trouver quoi? Parce que déjà aujourd'hui, si je suis un père et que j'amène une voiture neuve à la maison, je dois assurer la redevabilité. Je dois dire aux enfants, je l'ai eu comment? Il dit, bon papa, toi, je sais que tu touches 1 million de francs congolais. Comment tu as acheté une voiture? Je dois être à même d'expliquer. Sinon, il y a un problème. Et tu ne peux pas dire j'ai été corrompu. Tu ne peux pas dire les enfants ne seraient pas contents. Si tu es incapable de le dire aux enfants, pourquoi tu le fais? Nous devons cette redevabilité-là à tous. Bon, on doit cesser de paraître. On doit être. Voilà. Et transmettre des valeurs. Il faut que, même quand tu as construit un immeuble de 5 étages, il faut que ton enfant qui dort dedans dorme en paix. Il ne faut pas que tout le temps, quand il entend quelque chose dehors, il est inquiet. Bon, d'accord, finalement, tu as évité. Bon. Revenons à ces valeurs-là, où nous avons quelque chose à transmettre. Où les enfants, avant d'aller à l'école, ils se passent devant papa, ils regardent, ils disent, vous ne pouvez pas aller habiller comme ça. Ou si c'est le voisin qui le trouve, il dit, mais j'ai vu tes enfants, la façon dont ils s'habillaient quand même. Mon frère, il y a un problème à la maison. Est-ce qu'on ne peut pas... Nous devons revenir à ces valeurs-là. C'est ça que nous devons transmettre. Ce devoir de redevabilité, il est important envers les populations, les générations qui arrivent, parce que nous devons transmettre quelque chose. Enfin, dans les études que nous sommes en train de faire, on doit arrêter cette histoire de copier ce qu'eux ont fait et de répéter comme des perroquets. Les études, en fait, c'est quoi? Les études que nous faisons, on n'étudie pas pour devenir. On étudie parce qu'on est. Oui. C'est-à-dire... Et pour être mieux. Voilà, c'est-à-dire que M. Kibambi s'est toujours senti journaliste. Quand il va étudier le journalisme, il est à l'aise parce qu'il ne fait qu'ajouter des connaissances à ce qu'il est déjà. Sinon, vous fermez des médecins qui n'ont rien à voir avec la médecine. Donc, quand il commence à soigner quelqu'un, il voit du sang, il crie. Donc, déjà, à lui-même, il n'est pas médecin. Donc, nous devons revenir à ces valeurs-là. Les gens qui sont politiques par accident, les gens qui sont politiques pour chercher l'argent, les gens qui sont médecins par accident. Donc, nous devons revenir à étudier parce qu'on est. On doit arrêter d'étudier pour devenir. Non, ça ne marche pas. Enfin. Voilà. Alors, nous avons fini. De toute façon, il y aura mais 1 minute alors, c'est possible. Non, en 1 minute. En 1 minute, ce que Justin vient de dire, mais avant que je ne devienne prêtre, je n'entre au séminaire, que je n'étudie pour devenir prêtre, mais je l'étais déjà dans mon cœur, dans mon âme. Et je jouais au prêtre quand j'étais petit. Voilà. Et c'est cela qui a fait que aujourd'hui, je suis heureux d'être prêtre parce que je l'étais déjà. Enfin. Et quand j'entre au
séminaire, eh bien, je n'y entre pas pour devenir, mais pour être. Oui, voilà. Enfin, là, monsieur l'abbé me jette une grosse pierre dans ma chaussure. Moi aussi, j'étais effectivement prêtre avant, hein, parce que, bon, il faisait beau d'être prêtre. Malheureusement, le journalisme m'a pris de court. Je voulais, pour terminer, dire quelque chose. Je me souviens quand j'avais encore un journal, j'avais fait un éditorial où je disais que ceux qui volent, est-ce qu'ils savent que les enfants souffrent quand leurs amis leur disent « Mais ton père est un voleur ». On ne peut pas être fier d'un papa voleur. Et ça, il faut que nous le mettions en tête. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand Mobutu était en passe de partir, et mes enfants qui ne comprenaient rien, ils me disaient, mais papa, vous étiez du mauvais côté de l'histoire parce que je travaillais avec Mobutu. Non. Mais parce qu'à l'école, on les regardait avec des yeux, ton père est moubutiste. Hein? Je dis, mais vous savez, c'est mon travail. Moi, j'ai pas. On ne va pas à la présidence qui ne va pas à la présidence qui veut. On m'a choisi d'être là et tout ça. Pour dire ceci, la conscience doit nous pousser à ne faire que du bien, afin que nos enfants, notre entourage, puissent nous admirer, nous apprécier. Quand on vole, on va venir chez vous, on va boire, on va manger, on va boire du champagne. Mais quand on sort, on dit, bah, après tout, c'est l'argent de l'État. Et puis, je voulais qu'on en termine là. Et on aura, je vous le promets, une autre émission pour insister sur la morale et l'éthique. J'espère qu'un de mes anciens amis de tous les jours sera avec nous, même par les techniques nouvelles. Je voulais citer Monsieur Mobimba, qui a des problèmes, qui n'a plus de problèmes de santé, mais il a des problèmes de mobilité. Voilà, je lui dédie cette émission pour le remercier, parce que s'il avait été là, il avait beaucoup de choses à compléter. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Même si vous avez jeté dans mon jardin une grosse pierre. Enfin, vous avez raison. Je n'aurais pas dû, mais j'aurais été sans doute un mauvais prêtre. Vous êtes un bon. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, merci d'être revenu. Maître Justin Magala, je vous remercie. Je précise que Moussenga était parti parce qu'il faisait sa thèse et que la thèse est prête, mais il lui manque des moyens pour... voilà. Bon courage. Les moyens viendront, prions. Vous savez qu'ils sont rares, les bons samaritains qui viendraient nous dire, puisque Moussenga n'avait pas 10 000 $ pour... je vous les donne, ils sont... Oh, sait-on jamais. Merci. Le message est parti. Merci beaucoup. Merci. Et à la quinzaine. Bonsoir et bonjour.